Alors allons-y. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'animer cette nouvelle table ronde ici à l'occasion de cette nouvelle édition du Printemps des technologies, avec cette fois, il faut le dire, un thème particulièrement provocateur. Faut-il tout accepter de la tech ? Autrement dit, faut-il poser des limites éthiques à l'utilisation des nouvelles technologies et surtout, si c'est le cas, jusqu'où doivent aller ces limites si l'on veut par exemple protéger ces données personnelles. Autant de questions ardues auxquelles tenteront de répondre les 4 spécialistes qui m'entourent, qui vont débattre au cours de l'heure qui vient. Violette Bouvray, je vous voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteure conférencière, vous êtes conseillère, vous conseillez différents dirigeants de grandes entreprises sur les enjeux de développement et vous êtes fondatrice de Messiclium. Voilà. Serena Villata, bonjour. Vous êtes chercheuse dans le domaine de l'intelligence artificielle, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous êtes également directrice adjointe scientifique de 3IA Côte d'Azur. Bonjour. Marc Vatin-Augoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes général d'armée, ancien inspecteur général des armées et vous êtes fondateur de Forum InCyber. Et Frédéric Michaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des études d'opinion, vous êtes directeur général adjoint d'OpinionWay et vous êtes également enseignant à Sciences Po. Et d'ailleurs, justement, Frédéric Michaud, je vais commencer par vous, je vais me tourner vers vous pour ce débat, parce qu'en tant que sondeur, vous êtes sans doute le plus à même de décrire le comportement des Français vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Et la question qu'on a envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous décririez cette opinion des Français vis-à-vis de ces technologies, par exemple de l'IA générative? Est-ce que c'est une opinion plutôt craintive, plutôt enthousiaste, plutôt ambivalente? Que disent les sondages d'opinion des Français sur les nouvelles technologies? Oui, merci beaucoup. Alors, vous avez raison de poser les questions. La technologie, d'abord, c'est un terme évidemment très globalisant. Donc, ça suscite évidemment des opinions, des perceptions très variées selon le type d'opinion, le type de technologie dont on parle. Mais il est possible d'unifier toutes ces perceptions en rappelant d'abord que la technologie intéresse les Français. On a une part de passionnés qui reste faible, mais qui correspond tout de même à 11% de la population. La part des réfractaires est encore plus faible, 3%. La majorité des Français se dit intéressés, 59%. 9 Français sur 10 possèdent au moins un équipement numérique, le plus souvent un smartphone ou un ordinateur. Les objets connectés, par exemple, c'est un petit peu moins répandu, avec un niveau d'équipement évidemment qui varie beaucoup selon les générations. Les Français ne sont pas uniquement possesseurs d'objets numériques, ils sont aussi utilisateurs. 87% d'entre eux se connectent au moins une fois par semaine à Internet, 81% tous les jours. S'agissant de la maîtrise de ces outils, la part des experts, de ceux qui se disent experts, reste très marginale, 4%. Celle des pratiquants confirmés a triplé depuis une dizaine d'années, elle atteint aujourd'hui un tiers des Français. Et puis la part des novices qui cherchent à se perfectionner s'est réduite, et celle des... voilà, donc ce qu'on observe, c'est vraiment un mouvement de fond depuis 5 années. Évidemment, on comprend l'impact du Covid qui a nécessité, fait loi, imposé à toute une partie de la population de découvrir et de maîtriser ces outils numériques. Là, on a désormais des Français non seulement très intéressés, mais très adeptes des technologies. Cet intérêt, évidemment, il est lié aux différents avantages que présente la technologie, qui sont très largement reconnus par les Français. Parmi les principaux bénéfices de ces outils digitaux, il y a évidemment le fait qu'ils facilitent le quotidien des Français. C'est ce qui arrive en tête. Le gain de temps, le gain de productivité également sont très largement reconnus et évidents pour les Français. Les bénéfices sont également pas seulement concrets, mais je dirais aussi émotionnels. Par exemple, la capacité, grâce aux technologies, à rester en contact et en communication avec ses proches. Et puis l'aspect économique, la rapidité, le confort, la personnalisation des achats, tout ça est très bien documenté, à tel point que le constat est sans appel. Aujourd'hui, une large majorité des Français considèrent que les outils numériques sont indispensables dans leur vie quotidienne. Indispensables dans la vie quotidienne des Français,
avec même une place qui est prise par ces outils qui nourrit un risque de dépendance. Lui aussi, très largement perçu, 90% des Français nous disent que les nouvelles technologies peuvent être addictives, avec évidemment une dimension de cette omniprésence de la technologie qui est problématique, avec un impact négatif sur la vie des Français qui, pour la moitié d'entre eux, ont le sentiment d'être esclaves des outils numériques, donc une emprise dans la vie des Français qui est telle que 72% d'entre eux nous disent qu'ils ont envie régulièrement de se déconnecter. Donc voilà, on voit que même si les avantages des technologies sont bien perçus, la technologie suscite des perceptions qui sont très ambivalentes et aussi des perceptions négatives. Alors parmi ces perceptions négatives, il y a un phénomène de fond. Une large majorité des Français ressent le progrès comme étant un phénomène trop rapide. 4 Français sur 10 ont le sentiment que les nouvelles technologies évoluent beaucoup trop vite et ne leur laissent pas le temps de les maîtriser. On a donc un sentiment d'un mouvement inexorable qui est très présent pour 63% des Français. Rien ni personne ne peut empêcher le développement de la technologie. Vraiment le sentiment d'être embarqué dans quelque chose de très puissant et d'inéluctable. Et donc, assez logiquement, les Français se sentent dépassés par l'essor des nouvelles technologies, avec là aussi une fracture générationnelle qui est très puissante. Tout ça génère beaucoup de craintes, des craintes très fortes à l'égard de ce développement technologique, et évidemment, l'intelligence artificielle concentre toutes les inquiétudes, j'allais dire tous les fantasmes aussi, car elle est clairement perçue comme une vraie révolution. Pour 80% des Français, l'intelligence artificielle va bouleverser la société française dans les prochaines années. Ce n'est pas simplement une innovation gadget supplémentaire, c'est un bouleversement de fond, c'est une révolution. C'est comme ça que les Français le voient en tout cas. L'IA en tant que telle suscite des émotions qui sont majoritairement négatives. Les Français se sentent méfiants face à cet outil, ils éprouvent de la peur et ils se sentent impuissants. On retrouve là ce sentiment inexorable d'un grand mouvement qui emporte tout. L'IA paraît également davantage comme une menace que comme une opportunité dans tous les domaines que nous avons testés, à l'exception de la médecine. Dans tous les autres domaines, la paix, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'économie, la démocratie, évidemment l'emploi, l'intelligence artificielle est davantage vécue comme un péril que comme une opportunité. J'ajoute que les Français ont très clairement conscience des risques numériques. Une part très importante d'entre eux nous dit que plus la société se digitalise, plus les technologies se développent et plus les risques de piratage sont importants. D'ailleurs, les données personnelles sont vraiment perçues comme un trésor, comme un capital qui est précieux, que les Français savent convoiter par les géants d'Internet et qui doit être protégé. Ça, c'est pour les données personnelles. On a également une conscience très claire des effets néfastes des technologies sur la santé physique, perte de sommeil, perte de vision, sur la santé mentale, fatigue nerveuse, irritabilité. Tout ça causé par les outils numériques est très bien connu, très bien perçu des Français. Et pourtant, malgré ce constat qu'ils n'ont aucune difficulté à dresser, les Français n'appliquent pas de comportement, de restriction, ou même de précaution face aux nouvelles technologies. Exemple frappant, le temps passé devant les écrans. En moyenne, devant un ordinateur pour des loisirs, pas pour le travail, devant un ordinateur pour des loisirs, 2h52 par jour. Devant la télévision, 2h38. Devant son téléphone portable pour les loisirs, 1h38 par jour. C'est du déclaratif, c'est sans doute plus.
Parce qu'on sait très bien que l'économie de l'attention vise justement à faire perdre la notion du temps. Les ordres de grandeur restitués sont déjà très élevés, alors même qu'on sait tous les effets négatifs que ça peut avoir. On ne peut pas réfréner ce comportement. En réalité, les bénéfices perçus de la technologie sont tels que les utilisateurs dépassent les craintes qu'ils connaissent. Et donc, dans cette relation transactionnelle à la technologie, les bénéfices, le gain, paraît très supérieur à ce que l'on cède. Je prends quelques exemples. La vidéosurveillance. Il y a quelques années, une vingtaine d'années, la vidéosurveillance, tout le monde était contre, pour des raisons éthiques. Large majorité. Ça s'est complètement renversé. Aujourd'hui, vous avez plus de 80% de la population qui est favorable à la vidéosurveillance, rebaptisée vidéoprotection, parce qu'elle permet, transaction, un gain de sécurité. Autre exemple, le partage de données personnelles, dans l'absolu, rejet de principe. Dans la réalité, avec des acteurs commerciaux, quand en contrepartie, vous avez des offres personnalisées, l'accès à des promotions, des ventes privées, totalement accepté. Conclusion, à la question de principe, faut-il tout accepter de la technologie ? J'ai posé cette question à un échantillon national représentatif de la population française. 76% des Français répondent logiquement non. La question est posée de telle sorte qu'on répond logiquement non, mais tout de même, 24% répondent par l'affirmative. C'est-à-dire un quart de la population qui dit qu'il faut tout accepter de la technologie. Chez les plus jeunes, ces 24% se transforment en 36%. Donc un gros tiers des jeunes prêts à tout accepter de la technologie. Donc même si globalement on a une réponse négative à cette question, dans les faits, 2 tiers des Français nous disent qu'on accepte beaucoup trop de choses de la technologie. On a donc un décalage entre les principes et les comportements qui renvoient chacun aux contradictions qui peuvent nous traverser. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je pense qu'on est d'ailleurs assez nombreux à s'être retrouvés dans ce descriptif, ce sentiment ambivalent. Je vous voyais sourire, Madame Villata. Vous êtes une spécialiste d'ailleurs de toutes ces questions. Je me tourne vers vous parce que vous pointez, vous aussi, certains risques spécifiques qui sont liés notamment à l'intelligence artificielle, comme la perte de réalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Et peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, est-ce que vous considérez que les Français ont raison d'être inquiets ? Alors, je ne vais pas répondre directement à la question. Peut-être j'arriverai à une réponse directe à la fin. Alors, tout d'abord, moi, je vais prendre un sujet spécifique, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle. Et c'est difficile pour moi, en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle, de la prendre juste comme un paquet. Quand on parle aussi des technologies comme par exemple l'IA générative, je vais revenir sur des enjeux, sur justement des risques d'éthique sur ces technologies, mais il y a aussi beaucoup de bénéfices potentiels. Par exemple, les études dont on parle peut-être pas assez sur les repliements des protéines ou sur la synthèse des nouveaux médicaments avec ce type de technologie risquent vraiment de bouleverser d'une façon positive la science. Du coup, trouver par exemple la façon de soigner certaines maladies rares, génétiques notamment. Du coup, il y a aussi des avantages dans tout ça. La technologie sur laquelle je voudrais me focaliser sont les agents conversationnels. Je pourrais dire un mot, juste parce que tout le monde les connaît, je peux vous dire, je vais vous parler de ChatGPT. ChatGPT, c'est un exemple. Il y a beaucoup de modèles de langage comme ChatGPT. En janvier, on a beaucoup entendu parler d'un système de la contrepartie chinoise de ChatGPT qui s'appelle DeepSeek. Et on peut, vu qu'on est en France, parler de notre représentant qui est Mistral.
je ne vais pas rentrer sur, sur les avantages et les désavantages du fait d'avoir des modèles différents. Bien sûr, on a des modèles qui sont fermés, c'est-à-dire on a des algorithmes pour avoir ces agents conversationnels dont on ne sait rien sur comment ils sont faits. Par exemple, les modèles d'OpenAI, ChatGPT. Mais en même temps, même les systèmes qui sont proposés, annoncés comme étant ouverts, comme DeepSeek, à la base, il y a quand même aussi dans ce type de technologies des aspects qui ne sont pas tout à fait éclairés. Alors, ces modèles, comment ils fonctionnent? Juste en quelques mots, et après je vais revenir sur quels sont les enjeux, si vous voulez, d'éthique, les enjeux notamment pour les utilisateurs et pour les citoyens. Alors, ces modèles sont des modèles de langue, c'est-à-dire on a pris énormément de textes, des millions, des milliards de textes, et on les a donnés à ces systèmes qui, d'abord, ils ont appris quelles sont les corrélations statistiques entre les mots. C'est-à-dire, il prend une phrase et il voit qu'à chaque fois qu'il y a les mots pomme, normalement, dans la phrase, il y a un certain nombre d'autres mots qui sont présents. Et du coup, en apprenant ces corrélations entre les mots, il apprend à parler. Il y a quelque chose de magique dans cela. Si vous interagissez avec l'un de ces systèmes, l'interaction est très naturelle, très fluide. C'est un peu ça le problème pour les citoyens et pour les utilisateurs. On a l'impression que ces systèmes aient la capacité de penser déjà, de faire des raisonnements. Ça, c'est un peu les mots-clés maintenant. Quand on parle de ces modèles de langage, maintenant tout le monde veut dire que son système est capable de faire du raisonnement. Ça dépend de comment on définit les termes raisonnement. On a l'effet de projeter des qualités humaines sur ces systèmes. Et ça souligne un danger à l'horizon. Parce que ces systèmes, ils n'ont aucune capacité à être, avoir des sentiments humains, des qualités humaines. Ils montrent une certaine empathie, ils sont très polis, ils sont toujours d'accord avec vous. Si vous leur dites qu'ils ont tort et vous leur expliquez pourquoi, ils vous remercient, beaucoup plus que vos enfants quand vous leur dites qu'ils ont tort. Et effectivement, ils montrent une certaine empathie, mais il n'y a rien. Encore une fois, c'est juste des corrélations statistiques entre les mots. Mais l'effet de projeter des qualités humaines sur ces systèmes, c'est très dangereux, potentiellement. On peut penser à des chatbots genre Replica, où effectivement, on a des compagnons virtuels qui sont générés comme ça. Et juste un deuxième point, très vite, on a tous les risques des manipulations, tous les risques liés au fait que, comme ces chatbots nous répondent en donnant des réponses qui se basent, encore une fois, sur ce qu'ils ont appris par les données qu'ils avaient, des fois, ils hallucinent. C'est-à-dire, ils disent des choses qui sont fausses. Ce n'est pas qu'ils aiment dire des mensonges, mais c'est simplement les calculs, des fois, comme c'est des réseaux de neurones très profonds, amènent à donner des informations qui ne sont pas vraies. Et là, nous aussi, en tant que citoyens, des fois, on est amené à penser, la machine est plus intelligente que moi, du coup, probablement, s'il me dit ça, elle doit avoir raison. Mais non. Du coup, ça, c'est aussi un autre risque, les rapports à la vérité. Merci beaucoup. Merci, Madame Villata. Je me tourne vers vous, Monsieur Watin-Augouard, parce que vous avez une autre approche, en tout cas pour commencer, vous avez envie de replacer ce débat dans la perspective historique. C'est-à-dire qu'au fond, cette peur de la technologie, on pourrait appeler ça technophobie, elle existe depuis toujours, peut-être depuis le début de la technologie. Et d'ailleurs, c'est peut-être la question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà à quand remonte cette peur de la technologie? Oui, alors d'abord, je voudrais reformuler le titre. Faut-il tout accepter de la techno? On n'a rien à accepter de la techno. La question, c'est, faut-il tout accepter des créateurs de la techno? Et là, on replace l'humain dans le débat. Parce que la techno en elle-même, c'est une machine, c'est un algorithme, mais qui l'a créé? C'est l'humain. Et en supprimant l'humain, on supprime la notion de responsabilité.
Alors la techno a toujours fait peur, les technos disruptifs, comme on dit. J'ai retrouvé une image de l'électricité à la fin du 19e. Hein. Elle est extraordinaire. Des femmes et des enfants qui paniquent. Un homme qui est électrocuté dans les fils électriques. Des chevaux qui sont par terre. Des gens qui fuient. C'est la panique. Ben, pourtant, aujourd'hui, l'électricité fonctionne très bien et est sécurisée. Vous avez le Locomotive Act, 1865. Que dit-il? Les voitures ne doivent pas rouler à plus de 3 km/h en ville, 6 km/h en campagne. Et en ville, vous devrez avoir un homme avec un chiffon rouge, 50 mètres devant, pour agiter, pour montrer qu'il y a un danger. Ça vous montre bien que, quelles que soient les technologies, au début, il y a toujours une grande peur. Et une grande peur, et en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la technologie va être sécurisée par la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, on a amené de la technologie sur la voiture qui a amené une plus grande sécurité à la voiture. Mais il y a aussi une deuxième question fondamentale quand on a une nouvelle technologie, c'est l'usage. On apprend à ne pas mettre les deux doigts dans une prise de courant. On apprend à conduire. Donc en fait, aujourd'hui, la vraie question, ce n'est pas simplement quelle est la technologie qu'on utilise, quels sont ses dangers, c'est quel est l'usage de la technologie. Michel Chevalet, je ne sais pas s'il est là tout à l'heure, mais on a connu, parce qu'on a l'âge de l'avoir connu, la télévision avec une seule couleur et en noir et blanc, bien sûr, avec le RTF. Mais quand ma grand-mère a eu la télévision, elle m'a dit « ça, c'est dangereux ». C'est pas dangereux, la télévision. C'est l'usage qu'on fait de la télévision qui est dangereux. Alors pourquoi aujourd'hui, on a une peur particulière par rapport au numérique? Tout simplement parce que le numérique est opaque. Le numérique est invisible. Dans les technologies, on a des sens. Le toucher, l'odorat, la vue, le son. Là, c'est quoi le numérique? C'est quoi le cloud? Le nuage? Nos données, elles sont où? Elles sont stockées où? Qui en fait quoi? À quel but? Dans quel but? Ça, c'est vraiment la grande difficulté. Je vais vous demander, mais je vois vous me donnez de répondre, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un nanomètre? C'est un milliardième de mètre. Vous savez ce que c'est qu'un milliardième de mètre? Représentez-vous un milliardième de mètre. Moi, j'en suis pas capable. Si je vous dis quel est le nombre d'adresses Internet protocole, adresses de nos appareils aujourd'hui, avec le protocole IPv6, 340 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Je sais que c'est vous dépensez, c'est ce que vous déclarez tous les ans à l'IFI, mais tout de même, c'est quoi 340 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards? Un hexaflop, 1 milliard de calculs à la seconde. Prenez le feuille de papier, 1 plus 1 égale 2, chronométré. Pendant ce temps-là, la machine a fait 1 milliard de calculs. D'ailleurs, dans le domaine de l'intelligence artificielle, si on n'a pas le haut pouvoir potentiel de calcul, on n'y arrive pas. Ça veut dire que tout cela, ça échappe un peu à nos sciences. Ça échappe, si vous voulez, à notre compréhension de ce que peut être cette technologie. Opacité. Tout ça, c'est difficile. Vous voyez, par exemple, la voiture, vous soulevez le capot. Quand vous soulevez le capot, vous savez à peu près quelles sont toutes les fonctions des organes. C'est quoi la fonction des organes qui sont dans mon smartphone, dans mon ordinateur? Je n'en sais rien. Et quand j'ai un problème avec ma voiture, j'ai un tiers de confiance du dernier kilomètre qui est le garagiste. Et je vais le voir, c'est un être humain. On regarde ensemble la voiture. Mais là, aujourd'hui, c'est ça, je crois aussi, qui pose le problème de cette nouvelle technologie. Alors, à mon avis, aujourd'hui, faute de pouvoir faire confiance, il y a une forme d'abandon. Parce que finalement, dans ce que vous avez dit, oui, on en a peur, mais on en a besoin. Oui, Google est en train de pomper nos données. Musk est une personne absolument innommable. Mais c'est tellement facile d'aller reprendre son billet de train sur SNCF Connect, sur Google. C'est ça le problème. C'est qu'en même temps qu'on dit, il y en a assez, on n'en peut plus, retrouvons notre liberté, nous nous aliénons. C'est ça le grand paradoxe. Et donc, il va falloir retrouver cette confiance. Et il n'y aura pas de confiance sans responsabilité. Et ça, je pense que la responsabilité, ce n'est pas simplement celle des créateurs, mais c'est celle aussi des usagers. C'est celle de ceux qui conçoivent, mais celle aussi de ceux qui utilisent. Nous sommes tous responsables. Mais pour être responsable, il faut connaître.
Et c'est ça la grande difficulté aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas de connaissance. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Quand on parle de conscience avec Rabelais, ce n'est pas la conscience, le bien et le mal. C'est cette personne a retrouvé sa conscience, elle a retrouvé sa capacité à comprendre le monde. Et comprendre le monde, c'est quoi? C'est la culture générale, ce qu'on apprenait hier avec nos intervenants des ateliers précédents. Donc vous voyez qu'il y a tout un travail de, comment dirais-je, de rééducation, d'éducation, non seulement des usagers, mais des formateurs, des prescripteurs, des hommes et des femmes politiques, ceux qui nous dirigent, ceux qui font la loi. Que savent-ils de ce monde numérique? Parfois, quand on entend certains parler, on a peur. On a peur parce qu'on dit ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et ils vont légiférer sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, hier, on parlait de rupture. J'avais dit aux intervenantes, ce n'est pas une rupture, c'est la table qui est renversée. Et aujourd'hui, devant vous, je vais vous parler de la métamorphose. Non pas la métamorphose du cloporte pour ceux qui sont des cinéphiles distingués, mais la métamorphose du papillon. Notre société, c'était la chenille. Elle rampait sur un espace à 2 dimensions. Et puis cette chenille, elle rentre dans son cocon. C'est la nymphose. Nous sommes en nymphose. Le monde est fini. Mondialisation, il n'y a plus rien à découvrir. Et on sent que notre corps est en train de changer. On sent que c'est en train de changer avec l'intelligence artificielle. Et demain, nous sommes papillons. Nous allons découvrir un tout autre monde. Un tout autre monde avec l'informatique, le calcul quantique, avec bien sûr une intelligence artificielle générative. Oui, mais elle est dépassée. On va parler d'agentique, on va parler bien d'autres jours, peut-être demain, une intelligence artificielle générale. Tout ça, ça va changer. Et alors, est-ce qu'on va sortir d'ici en disant, bon, ça va changer? Ben non, on va sortir d'ici en disant, on va changer. On va changer. Parce qu'en fait, on va arrêter de subir. Aujourd'hui, le temps est venu d'arrêter de subir. Nous ne sommes plus sous la domination des créateurs de la techno, qu'ils soient consuméristes, le business, la big tech, les Musk et compagnie, qui sont là pour faire quoi? Pour détruire notre société. Nous ne sommes pas là au service du Parti communiste chinois. Nous sommes là pour créer ensemble une troisième voie, discours. Et ça, c'est important. Et c'est là au moment où on attend l'Europe. C'est là où on attend le monde libre. On attend de lui qu'il prenne maintenant son destin en main. Pas simplement sur les questions de défense, mais également sur des questions d'enjeux du futur. Et moi, je pense que si on n'a pas compris ça, on risque de passer à côté de l'essentiel. Donc, on est dans un monde extraordinaire, un moment extraordinaire, parce qu'enfin, on va pouvoir se poser les vraies questions. Qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que l'humain? Et jamais l'humain n'a été aussi près de sa fin au profit d'un robot humanoïde, etc. Et jamais aussi il a été au début de sa renaissance, parce que ou bien nous irons vers la renaissance, ou bien nous irons vers le chaos. Et donc là, ce n'est pas une idée comme ça, c'est un choix que nous devons faire aujourd'hui, et c'est un choix que nous devons imposer à nos politiques. Pourquoi? Parce que la politique, ce n'est pas l'art de dire je mets 3 € de plus dans le remboursement d'une paire de lunettes, je ne mets pas 5 € pour subventionner la réparation d'une chemise. Ça, c'est de l'épicerie. La politique, c'est le sens. Tout à l'heure, Stéphane Rosès a dit ce n'est pas la question du comment, c'est la question du pourquoi. Ben aujourd'hui, on doit demander aux politiques dis-moi pourquoi, dis-moi où on va. Et avec ces technologies, ça supposera que les politiques viennent s'inscrire à HEIP pour suivre les cours essentiels, pour enfin découvrir. Vous voyez, comme ça, c'est de la publicité clandestine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Bon. Voilà, bon, j'ai trop parlé. Non, c'est très intéressant. Pour moi, on n'est pas dans une période habituelle. C'est une période où il faut faire des choix. Exactement. Et d'ailleurs, vous pointez un paradoxe. Il y a une forme de servitude volontaire, parce que les gens acceptent d'eux-mêmes de diffuser leurs données sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous voyez la jeunesse qui diffuse toute sa vie, ses photos, et tout ça sans la moindre contrepartie. Et cette question du consentement, c'est d'ailleurs ça nous fait la transition, parce que c'est ce qui passionne, vous, Madame Bouvray.
Au fond, si on refuse de participer à ce système, si on considère qu'on ne veut pas donner nos données et qu'on est prêt à payer le prix, quel est ce prix ? C'est une question complexe à plus d'un titre. Pour travailler beaucoup avec les entreprises qui se posent elles-mêmes ces questions face à des consommateurs ou des citoyens qui eux-mêmes se posent ces questions, on se rend compte qu'il y a 3 grandes zones grises notamment. La première, c'est que le refus de partager ces données, il n'est pas si clair, quoi. C'est-à-dire que l'individu, quand il parle au nom de sa citoyenneté, il dit « Ah non, moi je veux qu'on me protège, je veux rien partager, etc. » Mais quand ensuite il a des produits qui sont quand même faits par les gens qui sont les meilleurs du monde pour vous rendre addict et capter votre attention, il ne résiste pas. Voilà. Donc ça, moi je peux expliquer à mon ado de ne pas donner ses données à Shine ou Temu. Je veux dire, j'ai aucune chance. Elle les donnera et je peux lui parler de toute la géopolitique, ça ne changera rien. Ce refus, il est aussi ambivalent dans l'entreprise, parce que d'un côté, il y a plein de comités éthiques, souveraineté, etc. Oui, à condition que ça ne dégrade pas le business model, à condition que ça ne dégrade pas le PNL, que les investisseurs, les fonds d'investissement soient contents. Et même le régulateur est très ambivalent, parce que, bon, il y a la RGPD, etc., mais quand on regarde la DSP2 dans l'univers bancaire, c'est ce qui a permis l'open banking. L'open banking, ça veut dire que les banques françaises et européennes sont obligées, si vous le demandez, de partager toutes vos données bancaires avec n'importe quel tiers pour que vous puissiez avoir tous vos comptes consolidés en un endroit. Donc on voit que c'est quand même assez ambivalent. Et n'oublions pas qu'à la base, pourquoi on capte mes données, pour que je donne mes données, on me propose quelque chose qui est complètement addictif, et donc c'est très dur de résister. Donc déjà, quand on parle de refus, il est rarement aussi clair. C'est-à-dire, officiellement on le dit, mais dans les faits, ce n'est pas tellement ce qu'on voit. La deuxième chose, c'est quand on parle de ne pas alimenter le système. Mais qu'est-ce que c'est que ce système dont on parle? C'est quoi? C'est les acteurs américains, les acteurs chinois? Est-ce que c'est l'IA en 100 grands blocs, la technologie? En fait, déjà, on se rend compte que ce n'est pas un système, c'est un système de systèmes extrêmement connecté, avec des dépendances qu'on ne comprend pas très bien. Et en fait, je vois très peu, oui, je pense que très peu de gens ont la vision globale. Pourquoi? Parce que les technologies avancent vite et des décisions ou des analyses qu'on fait aujourd'hui sont probablement déjà périmées par rapport à ce qui adviendra dans 2-3 ans. Sauf que quand on prend des décisions techniques, des décisions de produits, on est quand même sur des temps qui ne permettent pas d'être extrêmement agile et de changer sa position régulièrement. On engage des gros budgets, on part avec un fournisseur, un prestataire, avec un modèle, et donc là, le système de système, déjà, ce n'est pas forcément très clair. Et la troisième chose, c'est le prix à payer. Alors le prix à payer, là, c'est là où on touche une dimension qui est quand même un peu absente des entreprises souvent, et peut-être de nous en tant que consommateurs, c'est la notion de courage. C'est-à-dire à quoi je suis prêt à renoncer pour la vision du monde auquel je crois. Il y a plusieurs prix. Le premier prix et le plus grand prix, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les entreprises vont devoir décider et non plus choisir. Tout a été formaté pour choisir. C'est-à-dire j'ai mes options, j'ai un beau tableau à la McKinsey, avantages, inconvénients, puis là je dis option A. Je n'ai pas vraiment décidé. La décision, c'est aller dans une voie alors qu'on n'est pas sûr, sur la base de connaissances, d'intuition, mais c'est prendre un risque. Sauf que les entreprises ne sont pas structurées pour prendre ce risque. Donc ça, c'est le premier coup. Donc moi, quand je travaille dans une entreprise, j'ai tout intérêt à maintenir le statu quo. Et le statu quo, c'est le pillage des données. Voilà. Donc globalement, je vais prendre un risque à tous les niveaux. Le deuxième risque, c'est évidemment un risque de perte de revenus. Si à un moment, je ne vais pas sur la technologie la plus efficace, si je ne capte pas des données, je me prive de revenus. Coût d'opportunité, si j'ai pas mal de chiffre d'affaires, ce n'est pas très grave. Quand je suis une start-up, je ne peux pas. Ou quand je suis une entreprise qui évolue dans un univers qui va mal, je ne peux pas. Pour le consommateur, c'est le confort. C'est le confort, c'est aussi le pouvoir d'achat. Parce que typiquement, quand je vais sur Shine Temu, encore une fois, j'achète quand même globalement beaucoup plus de choses, ça m'arrange bien. Je partage des données, mais après tout, je me dis... C'est quoi? J'ai donné mon adresse, ma livraison. Bon, c'est pas si grave que ça. Et à côté de ça, le coût à ne pas faire, à pas changer, il n'est pas très clair. Finalement, je donne mes données, mais ça change quoi? Ok, on a mon adresse, on ne peut pas faire grand-chose. Ok, j'utilise ChatGPT au lieu d'utiliser Mistral. Qu'est-ce que ça va changer à mon échelle? Ok, on n'a pris que des prestataires avec lesquels on est bloqué pendant 5 ans. Ouais, mais moi, mon métier, c'est pas ça. Mon métier, c'est de vendre des produits, des vêtements. Ça ne change rien. Donc vous voyez que déjà, se poser la question, elle est assez complexe. Donc il y a quand même des acteurs qui font des choses intéressantes. Un des acteurs vraiment qui est assez référence dans le domaine, c'est Crédit Mutuel. Donc une banque, précisons qu'elle n'est pas cotée, ce qui lui donne une certaine latitude, qui elle a dit, moi je deviens une banque à mission et en fait je vais m'engager pour l'intimité numérique des clients. Donc 99% des données seront sur mes infrastructures dans un cloud privé. Et je m'engage à ne pas commercialiser ces données,
à ne pas m'allier avec différents acteurs pour proposer des bundles, des choses comme ça. C'est super, mais ils le payent cher. Ils le payent cher d'une part par leurs clients qui disent « Ah, j'adore… » Déjà, bon, les particuliers, personne ne sait, parce que personne ne comprend forcément, parce qu'ils ne le marketent pas. Ils ont une logique d'entreprise à mission, mais ils n'arrivent pas à en parler pour vendre l'idée. Les salariés qui disent « Mais on est tout le temps en retard, on se fait dépasser, qu'est-ce que vous faites ? Il y a des délais, etc. » Mais néanmoins, ils ont le courage d'aller jusqu'au bout de cette position et probablement que leur modèle est un peu trop en avance pour le moment, mais qui seront extrêmement résilients en cas de crise. Le deuxième type d'acteurs, c'est Boursorama. Alors eux, ils disent en fait, nos clients veulent consulter leur compte bancaire avec les enceintes connectées. Dire, OK, Google, dis-moi combien j'ai sur mon compte. Le problème, ça pose clairement un problème, notamment de sécurité. Et bien, ce qu'ils disent, c'est simple. Ils disent, écoutez, nous, on va vous donner la possibilité de le faire. On ne vous garantit pas que ce soit sécurisé, mais si vous voulez le faire, faites-le. Donc là, c'est vraiment une forme de responsabilité. Un acteur intéressant, c'est tout ce que fait la Poste aussi. La Poste va proposer des modèles dans lesquels il y a une articulation entre la data et l'humain. Typiquement, le dispositif Aidez vos parents, qui est un bracelet connecté, dans lequel il va avoir des données qui sont intéressantes pour vérifier que la personne est en bonne santé, mais couplé avec le passage d'un facteur qui va vérifier que la personne va bien. Donc là, on est déjà dans une forme de modèle technologique qui est assez inspirant. Et le dernier modèle qui est robuste depuis maintenant bien des années, c'est notamment la lutte contre la fraude à la carte bancaire. Quand on parle de ça, on parle quand même de lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme. Et là, en fait, tout le monde partage de la donnée. Et là, qu'on soit américain, chinois, français, etc., on s'en fiche, on partage parce qu'on a quelque part une ambition commune. Donc voilà, c'était juste pour expliquer qu'il y a quand même des initiatives. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour, quelque part, avoir le courage de s'opposer ? Pour moi, il faut 3 choses. La première chose, c'est qu'il faut être capable de discerner ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut penser les choses autrement, penser à plusieurs temporalités. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être reçu de vos amis, c'était il y a 3-4 ans, des amis qui se prenaient en photo, qui disaient « Regardez à quoi je vais ressembler dans 20 ans ». C'était une appli gratuite où je me prenais en photo et ça amusait tout le monde. Mais n'empêche que ça a permis de collecter énormément de données et en fait, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on se dit, quand c'est gratuit, le produit, c'est toi, mais c'est exactement la même chose. Donc, de penser la technologie et la collecte de data, non pas en année 1, mais sur les 10 ans, en disant si je m'engage là-dedans, est-ce que ça va être réversible? Est-ce que je suis coincé dans un piège? Est-ce que ce qui est mon actif stratégique, je suis en train de le déléguer à un autre acteur? Est-ce que ma valeur aujourd'hui, dans 2, 3, 5 ans, ça sera d'avoir une IA que j'ai développée moi-même, ou au contraire, ça c'est une commodité, et en fait, ça sera plutôt le résultat, et je vais mettre mon investissement ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut des idées. Il faut être créatif. Ça ne suffit pas de dire « ça c'est mal ». Qu'est-ce qu'on propose comme alternative ? Qu'est-ce que je propose plutôt que de dire « Shine, c'est horrible de donner ces données à Apple ». Ouais, mais c'est quoi l'alternative? Et c'est là où je pense qu'il faut aussi sortir d'une forme de paresse, qui est de dire il y a que, ok, théoriquement, on devrait le faire en tant que citoyen, on est des consommateurs et on a, en tant qu'entreprise, le devoir de proposer quelque chose qui est aussi, je dirais, attirant qu'autre chose, que ce qui est proposé par des dispositifs prédateurs. Et le troisième point, c'est une capacité à déployer. Parce que c'est bien beau d'avoir les idées, etc., ça demande de l'argent, et donc ça demande nécessairement de s'allier et de collaborer. Alors vous voyez bien sur la défense qui se passe avec les collaborations européennes, collaborer c'est extrêmement difficile, mais à un moment, pour avoir un effet d'échelle, il va falloir avoir des alliances et considérer que son concurrent, c'est peut-être pas son concurrent. Et aujourd'hui, c'est une des grosses questions que se pose le e-commerce, notamment sur l'IA, c'est dans quelle mesure on peut se mettre à plusieurs pour développer des capacités et quelque part être capable justement de proposer des modèles alternatifs. Merci beaucoup. Du courage, encore du courage, c'est ce qu'on a envie de dire aux patrons d'entreprise d'aujourd'hui, de demain. Il y a sans doute des questions dans la salle. N'hésitez pas. Si parmi les interventions, il y a monsieur. Bonjour, merci pour vos interventions de qualité. Tout simplement, vous nous dites, en schématisant un petit peu, de subir ou d'agir, d'aller effectivement vers la simplicité ou la complexité. Or, si on va vers la complexité, il faut avoir un esprit critique. Or, est-ce que vous pensez qu'actuellement, dans l'univers éducationnel, on va vers l'esprit critique? Merci. Votre question est pour Madame Bouvray? Je peux apporter en tout cas un éclairage. Ce qui est sûr, c'est qu'on a été formé effectivement pour un monde linéaire. Et les compétences du XXe siècle, c'était quoi? C'était répéter, développer de l'expertise, mémoriser.
Dans un monde qui est devenu, vous connaissez probablement l'acronyme VUCA ou BANI, donc volatile, incertain, complexe, ambigu, etc., ça ne fonctionne plus. La pensée complexe, oui, on commence à l'enseigner. Alors, franchement, pas du tout au lycée, même si moi, c'est un de mes combats, mais par contre, justement, dans les écoles de commerce ou à Sciences Po ou à l'INSP, à apporter des méthodes qui mobilisent nos 3 formes de pensée, pensée logique, pensée créative et pensée critique. Donc, ça commence, mais c'est extrêmement embryonnaire. Par contre, pour animer ce type de formation, en une journée, c'est incroyable les résultats qu'on peut avoir. Donc je suis assez optimiste sur une capacité à déployer ce type de formation sur tout public. Madame Villata voulait aussi vous répondre. Je pense que ce n'est pas que la philosophie, il y a aussi la sociologie, comme on l'entendait tout à l'heure, il y a les sciences industrielles, il y a le numérique, il faut comprendre l'objet technique, il faut arrêter d'en avoir peur. Donc pour moi, c'est vraiment je dirais polyscience. Oui, je peux peut-être apporter un petit élément. Déjà, comme on parle de technologie, ce serait bien effectivement de former les étudiants à ces technologies, à savoir comment ça marche, parce qu'ils les utilisent très facilement, mais ils n'ont aucune idée de comment ça marche. Et du coup, avant de passer aux autres disciplines qui sont tout à fait importantes pour leur impact, mais tout d'abord, il faut connaître ces technologies et comment ces technologies marchent. Alors moi, je fais beaucoup d'interventions, notamment au niveau lycée, normalement, lycée-collège, pour essayer justement d'alerter les étudiants, déjà expliquer comment ces technologies marchent et les alerter sur les risques. Mais je suis tout à fait d'accord que des interventions au niveau primaire, ce serait aussi très envisageable maintenant, vu que les enfants, déjà enfants de primaire, ils ont beaucoup d'interactions avec les outils technologiques, notamment certains jeux en ligne. Oui, vous avez raison de parler de la complexité. Et malheureusement, je crois qu'on ne peut pas répondre à la complexité par la simplicité. On répond à la complexité par la complexité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, d'ailleurs c'est notre ambassadeur du numérique, il a écrit « Le monde de la multitude ». Mais en fait, nous sommes dans le monde de la solitude. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à un problème numérique, on est seul. L'entreprise attaquée est seule. L'individu attaqué est seul. Solitude, ça c'est le problème majeur. Donc, ou bien on est solitaire, ou bien on est solidaire. Et moi, je crois qu'une des grandes réponses qui va se trouver dans les années à venir, c'est créer les nouvelles solidarités. Créer les nouvelles solidarités, qu'est-ce qu'on fait ici, en fait? On est rassemblés avec un partage d'informations et on en sort en disant, bon, j'ai mieux compris et je suis plus fort pour affronter, si je puis dire, le risque. Dans mon forum, mais bientôt mon forum que j'organise au Creusot, c'est quoi? C'est créer la solidarité sur un territoire. Vous qui êtes dans un territoire, vous êtes élu, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes professeur, vous êtes commerçant. Chacun, vous avez un objectif différent. Mais on va parler ensemble, on va échanger ensemble. On va faire ensemble que cette métamorphose cybernétique, nous en partagions à la fois les avantages, mais nous soyons plus forts ensemble. L'union fait la force. Et la force subie fait l'union. La force que nous subissons aujourd'hui de la part d'un certain nombre de pays fera l'Union européenne. La force subie fait l'union. Eh bien, je vous dis une chose, la force que nous subissions de la part de ces technologies devra créer l'union partout où on est. Et c'est là où on va à nouveau parler ensemble, et on va à nouveau partager une question essentielle pour notre humanité. Donc à la complexité, vous voyez que j'ai une réponse très simple. Merci à tous les trois. Il y a une dame devant. Il y a beaucoup de questions. On va en prendre encore 2, 3. C'est à vous, Général, que je vais m'adresser, puisque vous avez parlé longuement de la responsabilité des politiques. Quelles propositions auriez-vous à faire à nos politiques que l'on voit sur les sièges de l'Assemblée nationale et du Sénat depuis des années, toujours les mêmes, et qui, j'ai l'impression, n'ont pas intégré cet avenir dans lequel on est en train d'entrer? Madame, la question est simple.
Quel est votre projet? Où allez-nous vous conduire? Que savez-vous de cette métamorphose numérique? Alors, déjà, vous avez la moitié des candidats qui dégringolent. Il en reste une moitié. Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris peut-être qu'aujourd'hui, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'autre jour, je ne sais plus quel auteur disait, il faudrait d'abord que le président de la République sache programmer. Eh oui, parce que demain, on va être confronté de plus en plus à cette construction d'un espace numérique où si on ne comprend pas les mécanismes, c'est même pas la peine d'aller plus loin. C'est un petit peu comme si je vous disais, le magistrat du tribunal ne connaît pas le droit. Comment voulez-vous qu'il lise le droit? Ben, ça, je crois que c'est un changement complet comment dirais-je, du panorama politique. Ah oui, ah oui. Simplement, le problème, c'est que les Français disent toujours on veut changer la politique, on veut changer la politique. Quand il arrive le bulletin, c'est toujours la même chose qu'ils mettent dans l'urne. Alors bon, commençons par nous poser un certain nombre de questions et faisons en sorte qu'émerge une élite, une nouvelle élite, qui ne soit pas déconnectée, comme l'a écrit une écrivaine récemment, la déconnexion des élites, mais qui soit complètement connectée et qui porte un vrai projet. Et le problème du projet, le politique, moi je connais, j'ai été conseiller d'un ministre qui est devenu président de la République. Bon, mais c'est quoi l'horizon du politique? Pardonnez-moi si je dis ça. C'est qu'est-ce qui va se passer d'ici les prochaines élections? Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2035? Qu'est-ce qui va se passer quand on va voir le premier pays qui va vers l'informatique quantique? Qu'est-ce qui va se passer lorsque... c'est ça la vraie question. Pas la question, est-ce qu'on rembourse mieux les lunettes par la somme? Non, c'est pas ça. On n'est pas encore une fois dans l'épicerie. Donc c'est un changement aussi de discours politique. Mais pour qu'il y ait un changement de discours politique, commencez par poser les vraies questions aux politiques. Posez les vraies questions à ceux qui sont candidats. Et à ce moment-là, on verra qu'il y a peut-être un changement. Je ne suis pas là pour faire, madame, l'ouverture de ma campagne pour 2020. Mais on sait jamais. On commençait à se poser des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il y en a plusieurs. Bonjour, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire financer les chats GPT comme Mistral, qui sont des produits français, par des collectivités territoriales et des mairies qui feraient la publicité ciblée. Et cette publicité ciblée qui met en rapport le bon fournisseur avec le bon acheteur, eh ben, permettrait de générer des fonds pour faire un moteur de recherche et une intelligence artificielle purement française, payée par des fonds français, et qui revient finalement, cette publicité, à faire de l'emploi un peu pour tout le monde. Et ce ne serait pas des fonds américains qui rafleraient tout. À qui s'adresse votre question? Eh ben, à ceux qui veulent s'intéresser à la politique. Qui veut répondre? Monsieur Michaud, vous n'avez pas beaucoup pris la parole. Est-ce que vous avez une idée de réponse? Non, écoutez, je vais vous répondre. Bon. Nous sommes terriblement paradoxaux. Nous sommes paradoxaux parce qu'en fait, il existe des technologies françaises. Il existe, si vous venez dans mon forum à Lille dans 10 jours, vous verrez le nombre de start-up, d'entreprises françaises, européennes, qui construisent et qui fabriquent des systèmes, des solutions tout à fait extraordinaires. Seulement voilà, quand vous êtes directeur du service informatique d'une entreprise, d'une grande entreprise, on vous dit, voilà, il y a une choix, ou bien vous allez chercher Google, Microsoft ou autres, les Américains, ou bien vous avez l'entreprise Tarton, Plan, Tartemuche, société anonyme, responsabilité limitée. Vous êtes DSI. Vous dites, j'irai chercher Microsoft et Google. Pourquoi? Si ça foire, on ira dire, c'est Google, Microsoft, c'est pas moi. Si j'étais chercher une entreprise française qui n'est pas une grande entreprise, si ça foire, on dira, tu as fait un mauvais choix. Et tout le problème, il est là. Et le problème, tant qu'on n'aura pas une conscience souveraine, mais attention, la souveraineté, ça ne veut pas dire l'autonomie, l'autarcie. La souveraineté, ça veut dire, est-ce que chez nous, il y a des gens, des hommes et des femmes, suffisamment capables pour aller jusqu'au bout et construire des technologies avancées. Mais nous sommes, nous, dans un pays de French bashing. Tout ce qui est français est nul. On est nuls. C'est ça qu'on nous répète tous les jours. C'est ça qu'on pense tous les jours. Alors que tous les jours, vous avez, et Violette le sait, et Émilie le sait, parce que Émilie, c'est une start-upienne. Mais attendez, on a des pépites en France.
Qu'est-ce qu'on attend pour leur passer des commandes? Qu'est-ce qu'attend l'État pour passer des commandes publiques aux entreprises publiques? Qu'est-ce qu'attend l'Europe pour faire un bail européen acte, comme font les Américains? Les Américains, c'est quoi? D'abord, on achète américain, après on discute. Alors qu'en Europe, c'est l'ouverture à la concurrence, vous comprenez, c'est le marché unique, c'est l'intérêt de l'usager. Oui, ben c'est comme ça que l'Europe a cassé toute notre industrie. C'est ça. C'est pas l'Europe que j'aime. L'Europe que j'aime, c'est l'Europe qui s'unit pour créer des produits. Vive la République et vive la France. Peut-être une dernière question. Si, je vais y arriver. Bonjour, c'est encore moi. Voilà. Monsieur, vous étiez presque à la question que j'allais poser. À un moment donné, vous avez dit le titre de cette conférence, il faut la changer. Vous avez dit, il faut accepter tout. Faut-il accepter tout de la techno et de toutes les technologies? Bon. Moi, je pensais que vous alliez dire comment tout accepter de la technologie. Parce qu'en réalité, ne pas l'accepter, c'est la décroissance. Ça veut dire que nous serons les derniers des derniers. Quand monsieur disait dans son sondage que 76% des Français se méfiaient de l'IA, alors que les petits Japonais commencent déjà à travailler sur l'IA, je me dis, on est où là? On va où? On va vers la décroissance. Et pardon, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous sur un point. Quand vous parlez d'Elon Musk, moi j'aurais été tellement fier de voir sur SpaceX le drapeau français. Tellement fier. Alors la troisième voie, elle est là, oui, vous avez raison, elle est là la troisième voie. Mais avec l'Europe, mais vous rigolez. Vous rigolez. J'ai lu que l'Allemagne est en train d'acheter des chasseurs F-35 allemands. Elle n'arrive même pas à acheter des Rafales français. Et vous voulez faire l'IA européen. Mais on est foutus. On est foutus. C'est quoi votre question, monsieur, s'il vous plaît? Oui, mais alors, c'est très beau. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Vous êtes vraiment... vous avez de la volonté. Mais c'est une volonté politique, d'abord. On est en train d'avoir une fuite des cerveaux. On est en train de délocaliser, même alors qu'on fait une Silicon Valley, nous, on est décentralisé partout. Ça ne va pas. Monsieur, votre question, s'il vous plaît. Quelle est votre question? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Oui, alors, ça me rassure quand vous dites qu'il y a une fuite des cerveaux. Parce que ça prouve qu'il y a des cerveaux. Ça prouve qu'aujourd'hui, en France, on forme des cerveaux. S'il y a une fuite des cerveaux, il faut se poser des questions. Comment gère-t-on, en termes de ressources humaines, les élites? Est-ce qu'on accepte aujourd'hui de financer la formation de personnes qui vont être récupérées par Google ou Microsoft après? Est-ce que c'est au budget de l'État de subventionner la formation de gens qui seront perdus pour nous? Mais la question fondamentale aujourd'hui, c'est, avant de savoir si on va créer quoi que ce soit, c'est comment forme-t-on la jeunesse d'aujourd'hui par rapport aux enjeux de demain? Et en tant qu'enseignant, je parle sous le contrôle de ma directrice bien-aimée, il nous faut impérativement enseigner aujourd'hui ce qui va se passer dans 10 ans, dans 5 ans, et non pas raconter le 19e et le 20e siècle. Et je peux vous dire que moi j'enseigne dans 2 masters, l'un est tourné vers le 21e, l'autre est tourné vers le 19e, parce qu'on n'a pas changé le contenu. Et si aujourd'hui toute la population n'a pas à un moment donné un minimum d'acculturation aux questions numériques en général et IA en particulier, alors oui, on est foutu. Mais si on dit maintenant la première des choses, avant tout, c'est la compétence. J'avais dit au ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Patrick Hetzel, avant qu'il soit parti, je lui ai dit il y a 3 missions pour l'enseignement supérieur de la Recherche. 1, la compétence. 2, la compétence. 3, la compétence. Après, il y a le reste. Eh bien oui, aujourd'hui, si on n'a pas la formation des compétences, alors on ne pourra pas créer... oui, et je vais terminer parce qu'il y a marqué 0, 0, 0, 0. Ça, c'est les technologies terribles, c'est les technologies qui vous coupent la parole. Mais vous avez raison, il faut respecter le timing. Non, il faut être optimiste. Et l'optimisme, c'est l'optimisme de la volonté. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'optimisme. Simplement, aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent des choses
Il faut tout simplement les rassembler en disant, tous ceux qui ont la volonté, levez-vous. C'est comme pour Danette, on se lève pour la volonté et on dit maintenant, on ne va pas subir. Voilà. Bravo, on ne va pas subir. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions. Je vous rappelle d'ailleurs la soirée d'hommage à Boualem Sansal ce soir, ici même à 18h59. C'est important d'être là, c'est pour le soutenir. On laisse la place à la table ronde d'après.